mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis sont très préoccupés par le phénomène de l'insécurité qui sévit en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales, des stupéfiants et de l'application des lois, Todd Robinson. Un couloir vient d'être créé par la police afin de sécuriser les camions-citernes qui reviennent de Vareux. L'annonce en a été faite par le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Haïti risque de ne plus recevoir de vaccin anti-Covid du dispositif COVAX si cette nouvelle cargaison de plus de 100 000 doses n'est pas utilisée. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général du ministère de la Santé publique. La police vient de créer un couloir afin de sécuriser les camions-citernes qui reviennent de Vareux. L'annonce en a été faite par le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. Il semble que le processus d'approvisionnement des pompes à essence ait déjà commencé. Cependant, des affrontements ont eu lieu ce matin vers 8 heures entre les forces de l'ordre et des gangs qui voulaient empêcher la distribution du carburant. Une commission a été mise en place afin de gérer cette crise de carburant que connaît le pays depuis plusieurs jours. Cette entité est présidée par le Premier ministre Ariel Henry. En font partie, entre autres, le directeur de la police nationale, Franz Elbé. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi à la primature. À un moment donné, la distribution gaz a commencé dans le terminal Thor. La police facilitait plusieurs centaines de camions sortis pour aller dans la station. Vu un problème qui vient au niveau Matissan. Après étude de sécurité que le recommandement fait, nous proposons de prioriser le terminal de Vareux. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforçons et nous sommes capables de dire que ça a marché. Il est vrai, pas aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. Je prends comme exemple du riz sorti, l'huile qui sorti, ciment qui sorti dans le terminal Vareux. Donc, nous avons continué à rassurer la population que la police a travaillé, policiers ont déterminé pour aider la population à vaquer à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, là, il ne revient pas seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces entre différents acteurs dans la vie nationale là, qui pour bailler une solution à ça vivre là. On l'autre fois encore, la police déterminée pour que l'assumer responsabilité constitutionnelle que le gagne. Malheureusement, Jean Bagay vient évoluer. Il y a des gens qui entrent là-dedans, qui manipuler, qui profiter pour faire beurre et qui viennent compliquer situation qui pas viennent dépasser un simple problème de grand banditisme. Nous voulons rassurer le peuple là parce que résultat pour qu'un niveau satisfaisant dans le but que nous avons cherché, mais nous devons faire connaître que nous travaillons jour et nuit pour nous apporter solution ça que nous pensons, que espérer qu'il ne va pas prendre trop de temps. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous avons gagné des côtés actuellement produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a nous dit en compte-gouttes, mais il y a des détournements tout qui fait. Nous avons des exemples. L'État prend responsabilité. Les louer machines, les transporteurs disent peur, ils ne sont pas capables de faire des garanties. Nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes, nous avons mis contre transporteurs ça, pour avec adhésion et compagnies pétrolières,
pour remplir camion ça à charge de l'État, la primature. L'État n'allait nous remplir camion ça. Camion ça est supposé venir. Nous commencer à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas fait. Il y a l'autre disposition qui prend. Nous remplir 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans Tor, puisque pas de tellement gros problèmes dans la zone ça. Malheureusement, camion ça est arrivé pour aller dans le sud, des informations qui viennent joindre nous de sources sûres. Pas un camion ça qui entre dans une station d'essence. Tout à le vendre dans le marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour voir à ce qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, les gens que nous-mêmes nous rencontrons avec eux, pour aller faire distribution et qui parlent dans la station avec eux, il y a bail en compte-goutte ou bien dans le marché noir. C'est vrai, l'État, gouvernement, prend des dispositions. Commissaire gouvernement, il y a temps sur les lieux, il y a des enquêtes qui sont faites pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition pour la justice, jouer rôle par rapport à Mounsa. Les États-Unis sont très préoccupés par le phénomène de l'insécurité qui sévit en Haïti. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, le secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales des stupéfiants et de l'application des lois, Todd Robinson, a indiqué que le gouvernement américain avait pris très au sérieux les menaces proférées par les gangs armés qui opèrent dans le pays. Il précise que son pays va accompagner la police haïtienne dans le cadre de son travail. Donc il faut être clair là-dessus. Donc Haïti fait face à beaucoup de défis, mais les gangs constituent la menace la plus grande sur la sécurité quotidienne des citoyens. Pour le gouvernement américain, nous prenons cette menace extrêmement au sérieux. Combattre l'influence et la violence des gangs est la principale priorité de INL en Haïti. Sur le court terme, nous sommes en train de développer de nouveaux efforts pour aider la police nationale à combattre les gangs. Et en même temps, sur le long terme, nous continuons à implémenter des programmes de développement communautaire et des programmes de développement de prévention des gangs. Et nous continuons à aider la police nationale à renforcer sa capacité institutionnelle. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que récemment, ANL a donné 19 véhicules pour supporter les efforts de la police nationale. Ces 19 véhicules constituent seulement une première tranche de 60 véhicules que nous comptons fournir dans les mois à venir. En outre, 200 jeux d'équipements de protection vont arriver dans les jours à venir. Tout comme les véhicules, ces équipements seront assignés aux unités anti-gang et contribueront à protéger les communautés et à maintenir l'ordre public. Ces dons ainsi que ma visite sont une démonstration de la volonté des États-Unis à supporter la police nationale dans ses efforts visant à améliorer la sécurité des citoyens et à protéger la vie du peuple haïtien. Donc tout ceci se fait avec l'aide de notre équipe extraordinaire qui est en Haïti et qui est dirigée par l'ambassadeur Merten et aussi avec l'aide de la communauté internationale. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, est extrêmement préoccupé par la pénurie de carburant affectant actuellement tant Port-au-Prince que l'intérieur du pays. L'absence de livraison de produits pétroliers constitue un obstacle sérieux à la fourniture de services essentiels ainsi qu'à la circulation des personnes et des biens. Elle touche particulièrement les hôpitaux, les centres médicaux, les médias, les institutions publiques. Le BINU demande à tous les acteurs impliqués dans cette situation de prendre la pleine mesure de la gravité du moment et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour assurer un approvisionnement pérenne et sûr du carburant.
Ainsi, le BINU appelle toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute action qui puisse compromettre les livraisons de carburant, et cela afin que cette ressource essentielle tant à la vie quotidienne qu'à une reprise des activités socio-économiques du pays puisse être accessible à tous les Haïtiens, aux services et institutions de l'État ainsi qu'aux industries. Les Haïtiens doivent prendre leur destin en main, selon la sociologue Michèle Auriol. Elle croit que les étrangers ne vont pas intervenir pour résoudre les problèmes d'insécurité que connaît actuellement le pays. Madame Auriol a fait remarquer que le pays a déjà connu des crises similaires. C'est pas tant pour un étranger venir régler problème nous pour nous, c'est que c'est nous qui avons demandé des étrangers intervenus dans les affaires nous. Et l'exemple le plus simple, c'est Aristide. Ça veut dire que il prend un coup d'État, l'exilé, et puis qu'on a demandé et l'armée américaine, enfin, le gouvernement américain intervenu militairement en Haïti contre frères haïtiens pareil. Donc, c'est pas demander blancs viennent faire dialogue. Nous demander blancs rentrer viennent mettre bâton sous frère nous. Donc, et ça fait 2 fois. Ça fait en 1994, ça fait en 2004. Et c'est là, moi, je pense que nous avons l'autre réflexion pour nous faire par rapport à rapport nous avec l'étranger. Ça pour nous comprendre, nous dire en tant qu'Haïtiens, c'est que c'est justement présence blanc qui entraîne situation ça que nous y aujourd'hui. Et que le fait que n'espérer que c'est lié encore qu'à venir mettre l'ordre, alors que c'est lui qui crée situation pour favoriser des autres. Moi, je pense que c'est pour nous réaliser que cheminement ça que nous fait à Nations Unies, avec tout militaire étranger, ça, il pas de quitter espace pour que vraiment une force nationale de sécurité qui kembe, et c'est ça que fait nous elle a craqué dans nous là après seulement 2 ans que li censé en charge de sécurité publique. Non, l'international n'est pas responsable de nos malheurs, mais dans les gens que nous-mêmes nous fonctionnons et que nous utilisons internationalement, politiquement, pour nous régler justement des bagailles que si tu as un vrai dialogue et un vrai souci de concession, moi t'as dit entre des adversaires irréductibles entre guillemets, et nous partons sous même ligne. Dialogue pas facile en quel côté. Ça veut dire que c'est obligé bailler des bagailles pour capable. Ça veut dire son envie faire, c'est pas lui même qu'on va nécessairement joindre en bout de dialogue. Ça veut dire que il y a des concessions pour faire, il y a des bagailles pour obliger à abandonner, etc. Donc c'est plus que et puis c'est vraiment mesuré, vraiment je dis à qui problème qui on nous hiérarchiser problème contre qui problème que nous voulons résoudre avant. Donc et qui ça plus important aujourd'hui. Et moi crois que premier nous voulons résoudre là c'est son question de sécurité, c'est pas nécessairement une question de pouvoir. Donc faut que nous fassions distinction entre monde qui chercher pouvoir et monde qui chercher solution. Comme nous l'avons dit en titre, Haïti risque de ne plus recevoir de vaccin anti-Covid du dispositif COVAX si cette nouvelle cargaison de plus de 100 000 doses n'est pas utilisée. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général du ministère de la Santé publique. Joint au téléphone ce mardi, le docteur Lauré Adrien appelle les citoyens à se faire vacciner tout en demandant à ceux qui ont reçu une première dose de se rendre dans un centre pour la deuxième. Alors que les contaminations sont en nette augmentation, le docteur Adrien rappelle que 100 000 personnes ont déjà reçu au moins une dose du vaccin Moderna.
Dans le cadre de nos tentatives de découvrir et de comprendre comment fonctionne une bourse des valeurs, stock exchange en anglais, nous allons voir avec notre ami William Savary, lui-même économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange précisément, un point précis, à savoir quelle différence y a-t-il entre des actions et des obligations. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Content que vous ayez pu venir jusqu'à nous malgré la pénurie d'essence et de carburant. Je suis heureux d'être là aussi. Voilà. Bon, donc les actions et les obligations, William, c'est à peu près les deux choses qu'on peut se procurer à l'intérieur d'une bourse des valeurs. Disons surtout à l'intérieur du marché du capital. À l'intérieur du marché du capital, il y a divers instruments financiers. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les contrats à terme, il y a les contrats monétaires, il y a les contrats les options. Donc il y a divers instruments financiers qui se négocient à l'intérieur du marché du capital. Vous avez dit les contrats, on peut acheter contrats à des terme. contrats. Oui, par exemple, si on prend le pétrole, on prend l'or, on prend les commodities comme les bœufs. Donc ça se vend à partir de contrats. Donc ce sont des contrats à terme et qui ont une certaine maturité. Et à maturité, il y a ou bien une livraison qui s'effectue, ou bien il y a une liquidation du contrat qui s'effectue. D'accord. Bon, alors, revenons aux actions et aux obligations. Autant que je me rappelle, les actions, ce sont des parts dans des entreprises existantes et qui sont cotées en bourse. Des entreprises existantes et aussi des entreprises qui veulent ouvrir le capital comme capital initial et qui pour attirer les investisseurs. Ça, ce sont les actions. Voilà. Mais maintenant, les obligations sont différents à la bourse. Parce que les obligations, c'est surtout une créance. Et la créance, c'est un instrument financier sur lequel le détenteur s'attend à être payé des intérêts. C'est ça. Et les intérêts sont payés régulièrement tous les 3 mois. En fait, sur le marché international, c'est tous les 6 mois. Parce que c'est une convention qui a été établie. Donc, tous les 6 mois, les intérêts sont payés. Et les intérêts sont payés de façon à ce que le détenteur puisse planifier d'une part sur les intérêts que le détenteur reçoit, mais aussi l'émetteur de la créance, lui aussi peut planifier sur le capital auquel il aura accès. Pourquoi? Parce que c'est un choix que l'émetteur fait entre émettre des actions et émettre des obligations. Et à l'intérieur de ça, la structure financière de l'entreprise, où une entreprise peut-être a beaucoup de liquidités, l'entreprise peut, de beaucoup de revenus et des revenus stables, l'entreprise peut préférer émettre des obligations et non pas d'ouvrir son actionnariat et émettre des actions. Parce qu'il y a une chose fondamentale, par exemple sur le marché américain et beaucoup de pays en Europe, les intérêts qui sont payés sur les obligations sont déductibles d'impôts. Donc d'un point de vue comptable, parfois il y a une décision à prendre pour la société en matière de financement de la trésorerie. Est-ce que c'est préférable pour l'entreprise d'émettre des obligations ou des titres? Parce qu'une fois que les obligations sont émises, les intérêts deviennent déductibles d'impôts et ça se reflète directement sur les gains et retained earnings. Là, on rentre dans des... Bon, passons. Bénéfices des actionnaires. Bénéfices des actionnaires. William, est-ce que finalement, la grande différence entre le marché des actions et le marché des obligations, c'est qu'avec le marché des actions, on peut gagner beaucoup rapidement si les actions montent, mais on peut également perdre. Oui. S'il y a une chute, pour des raisons diverses, etc. Alors qu'avec les obligations, les risques de perte sont pratiquement nuls.
Bon, en général, dans le business, on ne dit pas ça. Ah bon? Oui, parce que il y a qu'un seul instrument financier qui peut bénéficier de ce que vous venez de dire, de garantie. Ce sont les instruments financiers du gouvernement américain. Government bonds. Government bonds. Oui, mais dont les taux d'intérêt sont minimes. Effectivement. C'est garanti, mais c'est quoi? C'est de l'ordre de 1,5-2% aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une époque, c'était au-delà de 16%. Exact. Donc, tout à fait exact. Maintenant, il y a 3 réponses à la question. La première réponse, c'est que les obligations sont réputées à offrir aux détenteurs une certaine garantie. Mais c'est la garantie des revenus. Mais le principal qui représente l'investissement peut fluctuer avec le temps. Et les fluctuations du principal varient en fonction du taux d'intérêt sur le marché. C'est ça. Et la meilleure façon de l'expliquer, c'est de prendre, par exemple, une maison, un exemple. Par exemple, si par exemple vous avez une maison et Jacqueline Kennedy, la maison est louée à $1,000. Jacqueline Kennedy vient habiter à côté de chez vous, la valeur de la maison augmente. $10,000. Mais ça ne veut pas dire que les loyers que vous recevez augmentent. C'est la valeur qui augmente. Mais par contre, si on construit une prison à côté de votre maison, la valeur de la maison chute, mais le loyer est toujours le même. Reste le même, oui. Donc c'est pour vous indiquer comment que la valeur de l'obligation, qui est un instrument à intérêt fixe, peut être soumis aux fluctuations du marché. Bon, une deuxième grande différence, ça je suis en train de creuser dans ma mémoire, mais une deuxième grande différence entre action et obligation, c'est que l'obligation vous rapporte, appelons-les des intérêts, des dividendes, peu importe, régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous touchez sans rien avoir à faire. Vous avez pris ces obligations pour un temps limité. Les obligations arrivent à maturité à un moment donné. Lorsque ça arrive à maturité, il faut tout renégocier. Bon. Ou bien vous prenez votre capital à ce moment-là, ou bien vous réinvestissez pour encore un autre 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et voilà. Alors que les actions, si vous ne vendez pas d'actions, vous n'aurez pas 5 copes dans votre poche. Bon, maintenant, ce que vous dites est correct, et il y a aussi d'autres vérités qui n'ont pas été dites. Par exemple, avoir les obligations, effectivement, il y a un temps d'échéance. Vous percevez vos intérêts régulièrement tous les 6 mois dans le cas des obligations aux États-Unis, et à maturité, le capital est à disposition. À votre disposition. Maintenant, il y a une activité au niveau du marché du capital qui exige la gestion d'un portefeuille d'obligations. La gestion d'un portefeuille d'obligations, c'est un portefeuille dans lequel la majeure partie du capital, la majeure partie des titres qui sont dans ce portefeuille sont des obligations. Mais maintenant, à l'intérieur de ça, il faut, pour préserver la valeur du portefeuille, il y a des activités de hedging qui existent. C'est-à-dire, c'est d'identifier, au cas où, par exemple, Jacqueline Kennedy n'achèterait pas les obligations et que les obligations chutent en valeur, comment se prémunir contre cette chute de la valeur du principal. Donc il y a ça, là on devient un gestionnaire actif d'un portefeuille d'obligations, et il y a des décisions qui sont prises pour préserver la valeur du portefeuille. Ouais. Oui, mais il y a encore autre chose. Décidément, la mémoire me revient tout doucement. Si vous avez acheté des obligations, disons, pour 10 ans, et que vous vouliez vous en débarrasser avant 10 ans, il y a des pénalités énormes qui vous empêchent de le faire. Non, ce ne sont pas des pénalités, c'est plutôt les pénalités du marché. Par exemple, c'est le même exemple, l'exemple de la maison. Vous achetez une maison et en général, lorsqu'on achète une maison, c'est un investissement à vie. Maintenant, si vous décidez de vendre cette maison et que le prix de l'immobilier, là où vous êtes, chute
la maison aussi va connaître bien sûr, des réverbérations et le prix va chuter également. Bien sûr. Donc, c'est la même chose pour les obligations. Bon, si par exemple vous avez un portefeuille d'obligations et que le taux d'intérêt augmente, parce que la relation qui existe pour les obligations, c'est la relation entre le prix de l'obligation et les taux d'intérêt. Et cette relation, c'est une relation inverse. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations chute. Et lorsque les taux d'intérêt chutent, la valeur des obligations augmente. Bon. Et la logique dans tout ça, c'est quoi? Si par exemple vous détenez une maison qui est louée à $1,000, la valeur de la maison est aujourd'hui à $100,000. Ça vous donne un investissement de à peu près 12%, $1,000 par mois sur les $100,000. Maintenant, si les loyers dans la zone où se situe cette maison vont chuter, hein, mais pour obtenir la même maison, vous allez vous devriez payer davantage pour la maison. Logique. Oui, c'est la même logique pour les obligations. Ouais. OK, bon. Très bien. Ben, écoutez, William, je crois que on en a plus ou moins terminé avec la leçon du jour sur le Stock Exchange. Merci de ces précisions. Donc voilà, on discutait des différences fondamentales qu'il y a entre actions et obligations. Et maintenant, donc, si vous êtes intéressé à aller boursicoter, comme on dit en français, c'est-à-dire jouer à la bourse, vous saurez que l'action a ses qualités et les obligations aussi les tiennes. L'obligation, c'est plutôt réservé à des placements pépères, comme on dit, hein, tranquille, sans trop de risques. Alors que quand on s'engage dans les actions, il y a des flambeurs, des gens qui risquent aussi bien de gagner, s'ils ont du flair, d'acheter les actions au moment où elles sont encore à un taux un peu plus bas, puis tout d'un coup, pouf, ça explose. Vous nous citiez le cas de Telsa quelque temps, où l'action, le prix de l'action a été multiplié. Celui qui avait acheté à bas prix... Il y a 5 ans, et aujourd'hui multimillionnaire. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Bon, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous de devenir multimillionnaires. Bonne fin de journée et merci encore, William. À bientôt. Merci, Serge, à bientôt. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.